Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de ce journal. La suite du coup d'État au Gabon, le président de la transition prêtera serment lundi. Le général Brice Oligui Nguema qui avant poursuit ses consultations avec les forces vives de la nation. Ce vendredi, le président de la transition s'est entretenu avec les responsables des partis politiques. Il a plaidé pour des institutions plus démocratiques. Élections municipales et régionales, les Ivoiriens étaient aux urnes ce dimanche pour un scrutin test avant la présidentielle de 2025. Un scrutin aux enjeux nationaux pour le RHDP au pouvoir et pour les partis d'opposition, le PDCI et le PPACI. Nouvelle manifestation ce samedi au Niger pour réclamer le départ des soldats français. Le rassemblement a réuni plusieurs milliers de personnes. Nouvelle illustration des tensions diplomatiques entre le régime militaire nigérien et la France qui conteste la légitimité des putschistes. 3 jours après le coup d'État au Gabon, le général Brice Oligui Nguema poursuit ses consultations avec les forces vives de la nation. Les responsables des partis politiques ont été reçus ce vendredi par le nouvel homme fort depuis le coup d'État du 30 août. La durée de la transition a été abordée. Sur ce point, le général Nguema a indiqué que le sujet fera l'objet de discussions, notamment avec les partis politiques. Le président de la transition souhaite aussi des institutions plus démocratiques, une nouvelle constitution et un nouveau code électoral, ce qui éloigne la perspective d'une transmission rapide du pouvoir aux civils. Nathalie Mo. Le 1er septembre 2023, le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a enchaîné des rencontres avec des partis politiques, le corps diplomatique, les organisations internationales et 200 chefs d'entreprise. Lors de ces assises, le dirigeant gabonais a promis une nouvelle constitution et un nouveau code électoral, des préalables qui, selon lui, visent à institutionnaliser la démocratie dans le pays après la dissolution des institutions étatiques lors du coup d'État du 30 août 2023. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions appelle tous les leaders des partis politiques, quelle que soit la sensibilité, à participer à cette construction, en mettant en place des institutions fortes, notamment une constitution qui va dans le sens des aspirations du peuple gabonais, mais aussi un code électoral fiable. Le général Brice Oligui Nguema a également dénoncé la corruption au Gabon. Il a annoncé une batterie de mesures contre ce fléau dans le pays. Des données officielles estiment entre 400 et 500 milliards de francs CFA les pertes économiques au Gabon dues à la corruption. Une saignée que le président du CTRI souhaite stopper afin d'améliorer le quotidien des Gabonais. La restauration de la journée comptable du Trésor pour mettre fin aux petites combines entre copains et coquins. La mise sous gestion du secteur privé, des 2 caisses des prévoyances sociales, que sont la CNSS et la CNAMGS, afin de mettre un terme à la souffrance de nos compatriotes. Lors de ses consultations avec les forces vives de la nation, le général Brice Oligui Nguema a annoncé sa prestation de serment au poste de président de la transition le 4 septembre 2023. En prélude à cet événement, les autorités de transition ont rouvert les frontières du pays le 2 septembre 2023. Cependant, les partenaires internationaux du Gabon continuent de dénoncer le coup d'État contre le président Ali Bongo Ondimba. Le 1er septembre, l'Union africaine a suspendu le pays d'Afrique centrale de toutes ses activités et de tous ses organes jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et sachez que sur décision des militaires putschistes, les frontières terrestres, aériennes et maritimes qui étaient fermées depuis le coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba ont ouvert ce samedi.
L'heure est à présent au dépouillement. Les Ivoiriens ont voté ce samedi 2 septembre. Près de 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler leurs conseillers municipaux et régionaux. À 2 ans de l'élection présidentielle, ces élections doivent permettre de mesurer l'assise locale du camp présidentiel, le RHDP, ainsi que les chances des 2 principaux partis d'opposition, le PDCI-RDA de l'ancien président Henri Konan Bédié et le PPACI de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo. Esther Conan. 8 12 424 électeurs étaient appelés aux urnes le 2 septembre 2023 pour départager 93 listes de candidatures totalisant 5 247 candidats pour les régionales et 750 listes de candidatures, soit 30 419 candidats pour les municipales. Ici à Abidjan, précisément dans la commune de Marcory comme dans le reste du pays, les bureaux de vote se sont ouverts à 8 h heure locale. Les électeurs se sont déplacés en masse pour remplir leur devoir civique. C'est un devoir civique. Il faut sortir pour élire à la tête des différentes communes la personne qui pour nous semble incarner le mieux, pourra développer le mieux la commune. Pour ne pas après dire qu'il y a eu ci, il y a eu ça, il faut sortir massivement pour porter son choix sur un candidat. Tout s'est bien passé dans la tranquillité. Il n'y a pas eu vraiment de désordre. J'invite même les autres qui n'ont pas encore voté à venir voter parce qu'ils doivent le faire, c'est un devoir civique. Dans les différents centres de vote, le personnel de la commission électorale indépendante est à pied d'œuvre pour la bonne organisation de ces doubles élections. Un scrutin local qui devrait permettre d'établir le rapport de force entre le RHDP, parti au pouvoir, et les principaux partis de l'opposition, à savoir le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI-RDA de l'ancien président Henri Konan Bédié. À 2 ans de la prochaine présidentielle, fait majeur de ce scrutin local, aucun boycott n'a été annoncé. Toutes les forces politiques sont en compétition. Pour un début, je pense que ça va. Il y a au moins, peut-être, je dirais, pour le moment 35% des électeurs qui sont arrivés. Les autres sont derrière. Bon, je lance un appel aux candidats. Une élection, il y a 2 résultats. Il y a la victoire et la défaite. Si tu as perdu, il faut accepter la défaite. Parce qu'une élection, il ne s'agit pas de prendre des voitures, faire du bruit, coller des affiches, les grandes campagnes, c'est bien. Mais le plus important, c'est dans les urnes, ça se passe. Si le choix des électeurs n'est pas porté sur vous, je pense que vous devez l'accepter. Selon certains analystes, ces scrutins permettront de jauger leur voix dans chaque localité. En ce sens, ces élections font figure de test pour les partis afin de préparer les élections présidentielles 2025. Selon la commission électorale indépendante, les dépouillements seront faits dès ce soir, après la fermeture des bureaux de vote dans les différentes localités et les résultats seront donnés dans les prochains jours. Ils étaient des milliers ce samedi à s'être rassemblés pour exiger le départ des forces militaires françaises présentes au Niger. Ce nouveau rassemblement à l'appel de plusieurs coalitions de la société civile s'est tenu à Niamey, près d'une base abritant des soldats français. Ils sont 1500 au Niger. Cette manifestation intervient en pleine crise diplomatique entre Niamey et Paris. Dernier épisode en date, ce vendredi, les putschistes nigériens ont dénoncé, je cite, une ingérence supplémentaire de la France après les propos tenus cette semaine par le président français Emmanuel Macron qui a réaffirmé son soutien au président nigérien Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet dernier. Une prise d'opposition réitérée par la France au moment où le Niger souhaite expulser l'ambassadeur de France et alors que se pose également la question du départ du contingent militaire français basé au Niger. Je vous propose d'écouter le colonel-major Amadou Abdourahmane, porte-parole du CNSP. Le gouvernement de la République du Niger a suivi avec consternation les propos tenus le lundi 28 août 2023 par le président de la République française à l'occasion de son adresse aux ambassadrices et ambassadeurs de France. Ces propos constituant une ingérence supplémentaire flagrante dans les affaires intérieures du Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement tiennent à faire les observations suivantes. Les propos de M. Macron et ses incessants efforts en faveur d'une invasion du Niger visent à perpétuer une entreprise néocolonialiste sur le peuple nigérien qui ne demande rien d'autre que de décider désormais par lui-même de son destin.
Fort du soutien du peuple nigérien, seul juge de leur légitimité, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement sont résolus à s'opposer à tout paternalisme et tout interventionnisme d'une époque à jamais révolue et entendent œuvrer pour l'établissement d'un ordre nouveau, gagnant-gagnant et respectueux de la dignité de tout le peuple et de la souveraineté de tous les États. Toujours sur la crise nigérienne, on a appris ce samedi le report s'inédié de la visite à Niamey du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo qui devait faire le déplacement au Niger ce samedi. Le chef de l'État est très actif dans le dossier nigérien. Les raisons de cette annulation n'ont pas été communiquées. Toute l'armée et le peuple sont d'accord pour vaincre la rébellion. Nous refusons de recevoir des ordres et nous n'acceptons pas que quelqu'un nous dirige. Les mots du dirigeant des forces armées soudanaises, le général Abdel Fattah al-Burhan, propos tenus ce samedi par le général en déplacement sur une base militaire de la région de Sinkat dans l'est du Soudan. Il dit donc ne pas obéir à des ordres venant de l'extérieur dans son combat contre les paramilitaires, les FSR avec qui l'armée régulière est en guerre depuis avril 2023, un conflit avec les hommes du général Mohamed Hamdan Daglo. Le dernier bilan fait état d'au moins 5000 morts et plus de 4 millions de personnes déplacées. Ousmane Sonko suspend sa grève de la faim. L'opposant sénégalais avait entamé son action depuis plus d'un mois pour dénoncer son incarcération. L'opposant est détenu depuis fin juillet 2023 pour plusieurs chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection. Sa grève de la faim est officiellement suspendue depuis ce samedi 2 septembre. Annonce faite par un porte-parole du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, hospitalisé depuis le 6 août à Dakar. Ces derniers jours, les appels émanant notamment de chefs religieux se sont multipliés, appelant à l'arrêt de la grève de la faim d'Ousmane Sonko, dont l'état de santé s'est dégradé. Ce vendredi, ses avocats ont une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme, exhortant l'État sénégalais à prendre des mesures d'urgence. Avec une dette de 58 milliards de dollars qui représente 105% de son PIB, le Ghana fait partie des pays les plus endettés du continent africain. La situation est donc grave, mais le pays pourrait peut-être connaître une relative bouffée d'oxygène car il serait parvenu à un accord avec les investisseurs sur une restructuration d'une partie de sa dette intérieure. Ce réaménagement pourrait permettre au Ghana de bénéficier du soutien promis par le FMI. Samantha Saberou Saboubanga. Le Ghana, par le biais de son ministère des Finances, a annoncé mardi 29 août 2023 avoir conclu un accord avec des investisseurs pour restructurer une dette intérieure de 4 milliards de dollars. Cet accord vise à alléger le fardeau de la dette du Ghana et à améliorer sa situation financière. La dette antérieure du Ghana comprend des arriérés de paiement dus aux entrepreneurs, aux fournisseurs et aux institutions financières locales. Ces arriérés ont été accumulés en raison des contraintes de liquidité et de difficultés économiques rencontrées par le pays ces dernières années. Cette situation de restructuration que propose l'économie ghanéenne est une bonne chose dans la mesure où ça va permettre au secteur privé ghanéen d'avoir une bouffée d'oxygène par rapport à la production des biens et services et donc à la création de richesses. Et il faut dire que dans le moyen long terme, il est important d'agir sur les variables institutionnelles et mieux gérer les finances publiques, mieux gérer également la politique monétaire pour que le Ghana ne se retrouve plus dans ce genre de situation qui sapent les efforts d'une certaine année déjà, d'une certaine décennie de performance économique. Selon l'accord, les investisseurs vont racheter les créances du gouvernement et émettre des titres de dette à long terme en échange. Cela permettra au Ghana de prolonger les échéances de remboursement de sa dette antérieure et de réduire les charges d'intérêt. Les fonds de pension ont accepté d'échanger 29,6 milliards de CDIs, soit 2,6 milliards de dollars d'obligations d'existence, contre de nouveaux titres de dette arrivant à échéance en 2027 et 2028, précise le ministère. Et vous savez, le Fonds monétaire a l'habitude d'aider les pays en essayant effectivement de restructurer la dette
et le Fonds monétaire intervient. Mais dans le cas espèce, le Ghana doit pouvoir, à partir du secteur privé, restructurer sa dette, ce qui va faire que dans le court terme, il y aura un bouffée d'oxygène pour pouvoir permettre à ce que le secteur privé puisse véritablement relancer l'activité économique et la croissance au Ghana. Le Ghana a récemment été confronté à des défis économiques, notamment une baisse des prix des matières premières et une dépréciation de sa monnaie. Cependant, il est important de noter que la restructuration de la dette n'est pas une solution à long terme pour résoudre les problèmes économiques d'un pays. Le Ghana devrait continuer à mettre en œuvre des politiques économiques solides, à promouvoir la croissance durable et à diversifier son économie pour assurer sa prospérité à long terme. Il serait 2,5 millions de Camerounais aujourd'hui atteints de maladies rénales. L'accès aux soins et aux traitements appropriés se fait difficilement, mais la création d'un centre de dialyse à l'hôpital régional de Ngaoundéré pourrait bien améliorer la prise en charge des malades issus de cette partie du pays. Reportage Joseph Moifo. Inauguré en décembre 2022 par le ministre de la Santé publique du Cameroun, le centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Ngaoundéré permet depuis 6 mois déjà un meilleur suivi des patients atteints de maladies rénales. Autrefois contraints de parcourir des centaines de kilomètres pour accéder aux soins, ils peuvent désormais bénéficier d'un suivi de qualité tout en restant proches de leur famille. C'est un grand soulagement pour moi. Je suis 13 ans de dialyse. Vraiment, je suis content. Avant de me déplacer, partir Garoua, Maroua, Pertois. Dieu merci, maintenant je suis ici en Ngaoundéré, c'est comme si c'est moi. Comme l'explique le docteur Oumarou Moussa, chef du centre d'hémodialyse de Ngaoundéré, la grande majorité des patients pris en charge sous dialyse souffrent de problèmes rénaux qui sont généralement la conséquence de négligence ou d'une mauvaise prise en charge de l'hypertension artérielle. Ici, nous avons remarqué que la principale cause, c'est l'hypertension artérielle. Je dirais plutôt l'hypertension artérielle non prise en charge. La plupart de nos patients qui commencent la dialyse, 90% arrivent au stade où ils ne sont même pas au courant d'une hypertension artérielle sous-jacente. Ils n'ont jamais consulté de docteur, ils n'ont jamais pris de médicaments. À la limite, il y a plusieurs années, ils ont été déclarés hypertendus, ils ont pris le traitement pendant 1 mois, après ils ont laissé. C'est ce que les gens aiment souvent dire, je néglige, je vais mieux, je n'ai pas de signes, je n'ai pas de symptômes, donc je ne prends pas de médicaments. Les patients, quant à eux, bénéficient de la première phase de la couverture santé universelle mise en place par le gouvernement camerounais et qui offre plusieurs facilités. En charge qu'on nous a fait maintenant là, ça nous permet quand même peut-être d'un peu de vivre 15 000 par an avant de payer 720 000. Maintenant, c'est vraiment 15 000, c'est comme si c'est gratuit. Du fait de sa position géographique, le centre d'hémodialyse de Ngaoundéré est habilité à recevoir les patients venant des régions de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Centre, voire du Nigeria, de la Centrafrique et d'autres pays d'Afrique. Premier joueur ayant remporté le Ballon d'Or africain, il était aussi l'un des visages ayant marqué l'histoire de l'AS Saint-Étienne lors de son passage entre 1962 et 1972. Salif Keïta est décédé ce samedi 2 septembre à l'âge de 76 ans. Cette légende du football africain a également joué à Marseille dans les années 1970. Il n'est resté qu'une saison à l'OM, mais avant, il a mené un parcours remarqué au sein des Aigles du Mali, son pays natal. Il est également passé par la star des clubs de Real de Bamako et par le Stade malien. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.